À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est bon ? Ok. Bien bonsoir, oui, je recommence un épisode en disant bonsoir parce que encore une fois il est assez tard au moment où j'enregistre cet épisode. Je suis très content aujourd'hui d'avoir Elsa Bernard. Alors elle dirait un ancien collègue du bureau, moi j'aurais tendance à dire une amie maintenant. J'ai jamais dit ça, putain, c'est vraiment de la désinformation. C'est de la désinformation, on commence tout de suite en faisant de la désinformation. Des fake news. Parfait. Donc oui, Elsa, une ancienne collègue du boulot, donc qui est directrice chef de projet dans une agence Directrice de numérique, projet, voilà. s'il te plaît. Directrice de projet. Ah, Ouais. pardon. Directrice de projet. Okay. Mais qui est surtout stand-upeuse. Tout à fait. Tu es même à l'origine d'un cercle, le Cercle du Rire, donc un comédie club. Tous les samedis, dans quel bar déjà ? À l'Insomniac. À l'Insomniac. 46 rue Léon Fro. Voilà. Donc comédie club que tu organises avec ton amie Anissa. Oui. Voilà. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Et Anissa, avec qui tu as également un podcast qui s'appelle Une bonne fois pour toutes. Où, Oui. comme son nom l'indique, chez nous c'est aléatoire, donc voilà, on est aléatoire. Et vous, comme son nom l'indique, vous réglez des questions une bonne fois pour toutes en invitant d'autres humoristes pour vous aider. Absolument. Comme par exemple, est-ce que Sucé s'est trompé ? Et La réponse est oui. La réponse est oui. Oui. D'accord. On Très a bien. Vous acté. avez tranché. Et Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thématique ? Oh, bah, il y en a plein. Est-ce que c'était mieux avant ? Oui. Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Ouais. Pour une raison, l'explication, le oui est arrivé très très tard dans l'épisode, mais on s'est retrouvé face à une espèce d'équation impossible et on s'est dit on peut pas dire non. Très bien. Pour des raisons environnementales, tout bêtement. Mais c'est vrai que tout le reste était non. Mais non, est-ce que Dieu existe ? Oui. Non. Non. N'existe pas. Très bien. Peut-on rire de tout ? Oui. Là, c'est vraiment comme quoi, 1 heure à chaque fois. Mhm. Faut-il dissocier l'œuvre de l'artiste ? La réponse est Oui. Ok. Je sais plus en fait, j'avoue, je sais plus ce qu'on a répondu. Mais le débat est intéressant. Bah, toujours. Bah écoute, très bien. Et donc on peut retrouver ce podcast sur toutes les plateformes. Toutes les bonnes plateformes, Donc, tout à fait. si en ce moment ils nous écoutent sur Spotify, ils peuvent Allez tout de sur suite après Spotify. aller sur Spotify Il devrait. pour écouter. Ils devraient même, parce que évidemment, vous avez déjà écouté tous les épisodes d'Aléatoire, donc vous pouvez aller rattraper tout ce qui vous reste à rattraper de une bonne fois pour toutes. Bon, on va commencer. Super. Merci pour l'instant promo. Ah bah, tout de même. Alors, tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Donc le lieu, la thématique, les personnes. Oh ah, c'est dur. Non, c'est bon, j'ai la réponse. La soirée de mes rêves, mais tu sais déjà la réponse, Jacques, parce que j'en parle tout le temps. J'ai une petite obsession pour un Airbnb incroyable. Donc j'ai vu la vidéo, je crois que c'était un truc démotivateur, un peu putaclic de This is the best Airbnb in the world. Et c'était en France. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est une maison d'architecte à Bandol. Avec une piscine, c'est très très moderne, une piscine rectangulaire où tu peux sauter du toit de la maison jusque dans la piscine. Et en plus, c'est une piscine aquarium. Donc ça veut dire que quand t'es dans le salon, tu vois la piscine et tu vois les gens nager. Donc et ça j'ai une vraie... en fait, je m'en fous de qui est là. Okay. Genre, meuf horrible, très matérialiste, mais j'ai vraiment... Je veux ma piscine aquarium. Je te jure, j'ai fêté mes 30 ans là cet été et vraiment, j'ai tout fait pour l'avoir, cette maison. Et malheureusement, en été, il la loue 7 jours. Je crois que ce qui revenait à 11 000 balles. J'étais là, je peux pas décemment payer 11 dans 10 ans, peut-être, je pourrais, tu vois. Mais là, vraiment, j'ai pas les moyens. Et ça a été un vrai deuil que j'ai fait. De cette maison. De cette maison. Je m'étais projetée, quoi. Enfin, j'étais là, mais elle est faite. En plus, c'est un truc abusé, parce que c'est des bâtards. Genre, t'as le droit de 10 personnes maximum, alors qu'il y a un putain de dortoir et tout. En fait, tu pourrais tenir à 30, je pense, mais genre, ils veulent économiser, ils veulent pas de trop gros stuff et tout.
Mais vraiment, c'est clairement ma soirée de rêve, elle se passe dans cette piscine aquarium. Ok, donc on me donne cette maison et après la musique, putain. La bouffe, les gens, tu t'en fous, t'es dans cette maison. Peu importe. Okay. Ouais, moi, il me faut juste ça. Juste une maison à 11 000 balles et je suis simple à contenter. Ouais. Simple à contenter. À bon entendeur. As-tu déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? Un choix cornélien, genre un truc que j'hésitais entre 2 trucs et ça a basculé, ça a été un basculement. Par exemple ? Non. Alors, pas un choix cornélien. J'ai déjà fait un choix où je me suis dit, oh putain, si j'avais pas pris cette décision à ce moment-là, ma vie n'aurait rien à voir. Oui. Mais vraiment. Bah, du coup, oui, c'est Oui, mais c'était pas un choix dans le sens. Je me suis pas posé la question pendant 8 ans, tu vois. Oui, je me suis dit. Ouais. En fait, j'ai fait un truc où je me suis dit. Je suis vraiment bien tombée et j'ai vraiment bien fait de faire ça parce que grâce à cette journée précisément, ma vie a une autre saveur. Et c'était quoi ce truc ? Je l'ai un peu teasé, un peu trop. Mais non, mais en gros, en 2017, du coup, 2016 même, j'avais très très envie de rejoindre Macron. Et en fait, le principe à l'époque, c'est qu'avec En Marche, ils avaient organisé un système de comités locaux. Okay. Donc, il fallait te ramener tout seul, fallait t'inscrire, genre, je sais pas où, dans le coin de là où t'habites, et puis discuter avec les gens. Et l'idée, c'était de monter le programme ensemble. Et moi, j'étais hyper chaude, j'aimais bien Macron. Et sauf que moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit toute seule. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, sinon je suis terrifiée. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je venais de commencer le théâtre et que dans mon groupe de théâtre, où je me suis retrouvée par hasard dans le 11e arrondissement de Paris, ce qui n'était pas du tout mon arrondissement, je rencontre ce mec qui faisait partie d'un comité local et je me suis totalement greffée à lui. C'est-à-dire que je lui ai dit, ok, bah vraiment, écris-moi, quand il va, j'y vais avec toi, tout ça. Okay. Donc il m'a invité à un événement de En Marche Paris 11 et à cet événement-là, j'ai rencontré un groupe de gens qui allait devenir un groupe d'amis très proches parce qu'en fait, on est devenus très très potes. Et j'ai rencontré mon copain, du coup, à l'époque, à cette soirée-là précisément. Et puis j'ai rencontré, grâce à En Marche, j'ai rencontré Anissa, avec qui on a monté. Viens En Marche. Exactement. Donc en fait, elle, je l'ai rencontrée dans un cadre politique. On a commencé à parler d'humour et on s'est dit, putain, c'est fou, on a les mêmes rêves. Moi, je lui ai dit, putain, j'aimerais trop commencer le stand-up. Elle m'a dit, mais moi, j'aimerais trop mettre en scène quelqu'un. Et au final, en quelques mois, elle s'est chauffée et elle s'est dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'essayer. Okay. Et donc, du coup, ma vie amicale, sentimentale et presque professionnelle a été totalement bouleversée par cette fois où je me suis dit, ok, je vais suivre ce mec que je connais à peine dans ce comité pour En Marche, quoi. Très bien. Donc Macron n'a pas apporté que des choses négatives. Macron, il a apporté énormément, surtout des choses positives, d'ailleurs, je crois. Ouais. Alors, fais gaffe, parce que je vise quand même un public... Oui, je sais. Non, mais je taquine. As-tu déjà rencontré des personnes vénales ? Ouais. Vénales ? Non, pas vénales. J'ai déjà rencontré des gros radins. C'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. Ouais. Non, vénales, j'ai jamais rencontré. T'as jamais rencontré des gens qui vraiment cherchent l'argent et tout ? Non. J'ai des gens ambitieux, j'ai rencontré. Mais non, je crois, vénales, je crois pas. En fonction de ce qui motive l'ambition, ça peut être des personnes vénales. Je pense que globalement, j'ai pas mal de potes qui sont beaucoup plus intéressés par l'argent que moi. Et ça se ressent un peu dans les discussions. Mais surtout, moi, j'ai des potes qui gagnent pas mal d'argent. Ouais. Parce que j'ai fait une école de commerce. Et là, je commence à voir les tensions. Parce qu'on arrive à 30 ans, il y a des grosses différences de revenus. Et moi, ça va parce que moi, je m'en fous un peu dans le sens où j'ai pas choisi une voie. Enfin, comme tu sais, on est parti en communication. Tu vois, c'était pas du tout l'objectif, c'était pas de se faire de la thune. Donc, je suis pas déçue. Mais je vois des potes qui auraient bien aimé gagner un peu d'argent et qui sont un peu saoulés par d'autres qui ont choisi des voies que moi, j'aurais jamais choisi, genre la banque, tu vois, et qui se font des primes à 25 000 balles par an et tout. Enfin, tu sais, genre, c'est plus que mes économies, tu vois. Et genre, bah oui. Et pour autant, moi, j'avoue que je suis juste en mode, peut-être tu pourrais payer des coûts, tu vois, un peu plus souvent. Je trouve que ça... pas très généreux de pas lâcher plus de thunes, mais en soi, ça m'étonne pas, en fait. Enfin, tu vois, on a pris des chemins de vie différents. Et si j'avais voulu me faire de l'argent, je serais partie en conseil comme tout le monde et j'aurais beaucoup plus de
de thunes aujourd'hui, mais c'était pas. Enfin, je suis consciente en fait de pourquoi j'en suis là, tu vois. C'est aussi mon réflexe dès qu'un pote m'annonce qu'il a changé de boulot ou qu'il a eu une augmentation, c'est de dire ah bah parfait, tu vas payer ta tournée. Ouais, je l'ai pas dit, tu vois, mais je trouverais ça plutôt bienvenu de leur part. Ouais, c'est horrible. De dire je te paye des coups. Bah ouais. Ah oui, attends, il faut que je te demande, et toi en fait, parce que depuis tout à l'heure je parle toute seule là. Ah mais t'es pas obligé de le faire à chaque question, et t'es pas obligé. Moi, des personnes vénales. Moi je viens de la culture, hein, donc les gens qui font ça pour la thune, on a quand même pas des masses. Et ceux qui font ça pour la thune dégagent assez vite. Hein. Je me souviens que c'est pas la meilleure voie. Ouais, ouais grave. Peut-être que j'en ai jamais rencontré, j'en ai croisé. Ah, mais tu veux dire que tu les côtoyais pas ? Non, mais par exemple, je sais pas moi, quand j'ai fait le AC. C'est quoi ? Donc, ce qui est l'école de, je crois que c'est École des Arts et des Cultures. Donc, t'es même pas sûr de l'acronyme. Même pas sûr de l'acronyme. Donc, mon école de médiation culturelle, où j'ai fait un bachelor. Donc, vous avez déjà compris que c'est une école privée. Non, parce que du coup, les auditeurs ne voient pas les guillemets, les R guillemets que tu viens de faire. Mais donc, c'était un bachelor. Et c'est vrai que je me souviens qu'en première année, au début, il y avait des gens qui croyaient réellement qu'ils allaient toucher 5 000, 6 000 en sortant. Et vraiment, les profs leur disaient, mais vous êtes dans la culture, les gens, en fait. Enfin, va falloir revoir à la baisse vos motivations. Et ce qui est assez dingue, c'est que ces personnes avaient décidé de ne pas revoir à la baisse, mais de quitter l'école. Et du coup, ils sont partis dans des voies qui n'avaient rien à voir. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont partis dans le luxe. Ils sont partis dans donc des trucs où dans le marché de l'art, où effectivement il y a un peu plus d'argent qui se fait. Mais pas beaucoup de place, par contre. Mais pas beaucoup de place, et c'était pas des personnes qui avaient l'air non plus très brillantes. Donc je doute. Après, tu me diras. On les embrasse aussi. On les embrasse aussi. Je sais pas à quel point je peux en citer, mais par exemple. Alors, non, cette personne avait fait les 3 années quand même. Mais alors, je vais pas citer son nom, mais juste, elle faisait partie d'une famille qui possède peut-être la 2e plus grosse chaîne de casinos en France. Oula. Donc même. C'est un nom que je connaîtrais, moi. C'était pas Barrière, mais je te écoute, on verra, je te dirai après. Mais j'ai pas envie je connais pas, donc du coup je suis pas sûre. Les casinos Barrière, c'est la première franchise. Mais je suis pas vénale, moi, donc. Oui, voilà. Après, tu peux aller au casino sans être vénale, juste pour le plaisir. Mais du coup, j'en ai croisé. Alors, selon toi, quel est le pire fashion faux pas ? Waouh. Je m'attendais pas à une question aussi politique. Faut que je réfléchisse. Non, c'est fashion, pas fasciste. Fashion, faut pas, putain. Attends, mais je suis pas hyper calée, moi, en fashion. Est-ce qu'il y a... Alors, écoute, si tu veux, je peux te reformuler. Ah non, je peux dire un truc. Alors, c'est pas un fashion faux pas, c'est plus les mecs qui viennent encore en boîte en chemise. Est-ce que je peux les citer ou pas ? Bien sûr. Ok. Ça, je trouve ça vraiment... vraiment très beauf. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le pire truc. Et je te dis ça parce que, pour le coup, mon ex, quand je l'ai rencontré, il était tout le temps en chemise, et ça me rendait ouf, parce que je pense que lui, c'était juste qu'il avait aucune idée de comment s'habiller. Mais moi, je crois que les seules fois où je l'ai croisé, il avait une chemise, effectivement. Mais ça m'étonne pas. Je l'ai jamais connu autrement qu'avec une chemise. Et en fait, je l'ai initié au t-shirt, quoi. Et je lui ai dit, je t'en supplie, arrête avec les chemises. Et surtout, quand on sortait et tout ça, je trouvais ça faisait vraiment... ça faisait vraiment beauf... Non, mais tu vois, c'est horrible. Il y a pas du tout de mépris de classe dans ce que je veux dire, mais c'est juste que pour moi, la chemise, c'est pas du tout, c'est pas très chic, quoi. C'est plus. Ah ouais, moi, je trouve qu'une belle chemise quand même, mais en fait, je pense qu'il faut que. Surchemise, c'est joli. C'est quoi une surchemise ? C'est quand tu mets une chemise sur un t-shirt, par exemple. Oui, ou non, mais moi, en vrai, une belle chemise, genre avec des boutons de manchette et un blazer croisé. Oui, dans ce contexte-là, oui, non, mais quand t'as toute la tenue, t'es en mariage, tout ça, oui, je suis d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est genre le non-choix, tu vois. C'est genre, tu mets une chemise parce que Oui, mais en fait, c'est ça. Mais c'est comme ce qu'on appelle les chaussures de ville ou les chaussures habillées. En fait, je trouve que ça se ressent quand les gens sont pas à l'aise dedans. Ouais. Et qu'ils le portent par convention plus que par goût. Ouais, et par décision de c'est exactement. C'est pour ça que je dis, genre, en fait, je suis un peu méchante quand je dis beauf. C'est plus une méconnaissance totale de ce qu'il faut porter en société.
Tu vois, pour moi, la chemise, c'est un truc, oui, bah, c'est soit si toi, t'es consultant et du coup, t'es obligé d'être en costard et tout, soit tu mets pas de chemise, enfin, ou t'es un mariage, tu vois. Ou t'es un mariage. Ou t'es en surchemise. Enfin, c'est horrible. En fait, il y a des exceptions, mais en tout cas, je trouve que c'est, en général, je suis pas fan, quoi. Ok, très bien. Donc, bon, non, je vais pas me mettre à citer mon ancien patron, que j'embrasse aussi. Non, mais pour le coup, nos boss, ils sont plutôt streetwear. Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Et puis nos boss, moi j'ai plus de boss. Alors. Mon boss, c'est Pôle emploi en fait. Donc, pour moi, tu es encore partie de l'entreprise. Ouais, je sais. Ça fait longtemps que je suis pas venu boire des coups avec vous. Le film qui t'a le plus fait pleurer? Le tombeau des Lucioles. Ouais, classique. c'est vraiment un classique de la chialade. Ah ouais, mais je crois que j'ai pas compris quoi. Je pense que j'ai passé 1 heure à pleurer. Vraiment, j'ai passé 1 heure à me rappeler les trucs et me dire, mais la violence de ce truc. Et en plus, moi, en fait, je pense que ça m'a particulièrement... c'est chialant pour la terre entière, mais ça m'a particulièrement fait chialer parce que moi, je l'ai vu pré-ado, genre jeune ado, tu vois, un truc comme ça. Et je me souviens que c'était mon cauchemar personnel. J'étais l'aînée de ma famille. Ma mère est malade et j'ai toujours fait des cauchemars quand j'étais jeune. Tout d'un coup, je me retrouve avec mes frères et sœurs, mes petits frères et sœurs à charge, alors que mon père était là. Je sais pas pourquoi dans mes rêves, à chaque fois, mon père était totalement absent. Et du coup, vraiment, c'était un truc qui m'obsédait, quoi, de me dire, est-ce que je serais à la hauteur si jamais je devais m'occuper de mon frère et de ma sœur? Et du coup, cette histoire-là, c'est littéralement l'illustration de mon pire cauchemar. Et il se trouve que la petite ressemblait énormément à ma petite sœur. Elle avait un carré brun aussi quand elle était petite. Donc vraiment, j'ai vécu ça. Je me suis tellement identifiée à ce garçon. Et cette histoire est absolument, absolument affreuse. Et d'ailleurs, un de mes boss, du coup, que tu connais, Bruno, il m'a raconté que lui, il a découvert ce film. Ça me fait trop rire comme histoire. Il était en after avec sa meuf et un très très bon pote à lui. Et la soirée venait de se finir et ils se disaient, bon, on se mettrait pas un petit film, qu'est-ce qu'on se mettrait pas En fait, ils ont regardé le tombeau des Lucioles sans savoir du tout le pitch du truc. Et il m'a dit que c'était la pire soirée. Qu'ils avaient fini tous les 3 sur le canapé à chialer leur mère et tout. Mais tellement le pire film d'after. C'est drôle, hein, ouais, parce que moi je savais que c'était dur, tu vois, j'étais briefée et tout, j'étais préparée, mais lui il savait c'est pas, drôle, il était mais 3h du mat et tout. Ce genre c'est vraiment le contexte où tu vas partir sur un Scary Movie ou un American Pie pour être en mode vas-y. Et lui il a vu, c'était un film d'animation, tu vois, il s'est juste dit bon, ça va être sympa et tout, ça va être un peu exotique. Ils étaient pas prêts, quoi. Ah ouais. Putain. Ouais, j'imagine même pas ton état en fin de soirée. Ah ouais, non mais laisse tomber. Il s'en souvient encore, tu vois. Quel élève étais-tu à l'école? Moi, j'étais une première de la classe, moi. Ouais. Et sur... J'étais une cible vivante. Moi, j'étais dans un très mauvais collège et j'étais bonne en cours. Et j'étais dans un mauvais collège où être bonne en cours, c'est vraiment, vraiment pas cool, quoi. Enfin, tu vois, j'ai changé d'établissement. Après, je suis partie dans un autre établissement public, mais beaucoup plus bourgeois. Et là, pour le coup, il fallait et être cool et avoir des bonnes notes. C'était un peu tu vois, c'était ça l'équation des gens cool. C'était ceux qui arrivaient à faire la fête et qui se tapaient des 15 derrière, tu vois. Moi, dans mon collège, j'avais 18 de moyenne générale. Ouais. Tellement le niveau était bas. Et le plus bas, il avait 4 de moyenne, tu vois. Enfin, genre, c'était vraiment très mauvais. Et moi, mon fantasme absolu, c'était d'être pote avec les gens populaires. Et du coup, je faisais tout comme eux. J'essayais de m'habiller comme eux, mais j'y arrivais pas. Et vraiment, quand je repense, je me suis fait tellement vicose, mais parce que je donnais tout. Encore une fois, si j'avais été genre indifférente ou si j'avais vécu mes trucs en mode de toute façon je m'en fous, j'ai mes potes, je m'en bats les couilles de ce qu'on pense de moi, ça aurait allé. Mais moi j'avais juste une envie, c'est que le mec qui est 4 sur 20, il m'adore, tu vois. Et donc du coup vraiment, j'ai pris super cher au collège à cause de ça. Je vois. Et c'est des trucs, les collèges difficiles, ça cicatrise mal, hein. Oui. Genre, c'est des trucs qui te hantent, tu sais, encore 10 ans, 15 ans plus tard, là, ça fait 15 ans. Et j'en parle encore avec des potes, et je me rends compte que une grande majorité de mes potes très proches ont vécu des collèges super difficiles aussi. Et je me dis, c'est marrant qu'on se retrouve entre ex-vicos. Mais bon, après, il y a un truc qui rassure, hein, c'est que tu regardes la vie des gens qui étaient populaires à l'époque maintenant. C'est même pas vrai, ça. Ça, c'est un truc qu'on se dit pour se rassurer, je pense. Oui, effectivement, moi, dans mon collège, en fait, ils ont pas eu de chance parce que, ils sont, tu vois, c'est des gens qui... Et encore, ils sont partis en bac professionnel ou quoi, mais tu vois, je suis même pas sûre qu'ils aient ils ont une vie qui est moins réussie que la mienne, tu vois, selon la norme
aujourd'hui, mais je suis même pas sûre qu'ils sont pas forcément malheureux ou quoi du tout, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas tellement réussir la vie d'un point de vue professionnel, c'est plus réussir la vie d'un point de vue social. C'est que, ouais, mais ça, j'en sais rien. On sait pas ce qu'ils sont devenus d'un point de vue social. Bah, moi, pour le coup... toi, tu sais ? Ouais, moi, je sais un peu. Je faisais pas forcément partie des... Alors, j'étais pas non plus une vicose, parce que... Enfin, je l'étais un petit peu, mais à mi-chemin, quoi. En fait, il y avait des groupes de gens cool qui m'appréciaient, il y avait des groupes de gens cool qui me prenaient un peu en victime. Okay. Et j'étais pas non plus un élève brillant, hein. Je suis un des archétypes des fils de prof, c'est-à-dire comme il grandit dans un environnement un peu intello, énorme facilité, mais du coup... Mais t'étais un branleur, toi. Mais oui. Mais comme beaucoup de garçons. Mais Mais vous aviez raison, en fait, c'est ça que je me rends compte, pardon, parenthèse, mais genre moi je faisais partie du groupe des filles où on bossait, moi je bossais, franchement, j'ai étudié mes cours et tout, et j'ai eu des très bonnes notes jusqu'au bac et tout, et je me rends compte que j'avais plein de potes qui ont rien foutu pendant des années, mais qui étaient très intelligents, et qui au final ont fait les mêmes études que moi, et qui se sont très bien sortis. Je me suis dit, mais en fait, nous on s'est cassé le cul à apprendre des trucs par cœur, alors que vous avez un peu glandé, vécu votre vie, et puis au final ça vous est même pas retombé dessus, tu vois. Mais c'est ça, mais du coup, donc j'étais pas forcément... on m'invitait pas aux soirées. Ouais. Tu vois, j'étais pas invité aux soirées, donc et en gros vraiment ma vie sociale a commencé à peu près à la fac, dans les études supérieures. Même si au lycée j'avais déjà des groupes de potes avec qui on commençait à faire des soirées, mais ma vie sociale a quand même vraiment énormément débuté. Quand tu t'es trouvé des gens qui te ressemblaient. C'est ça, ouais. Quand je suis allé dans des études avec des gens qui me ressemblaient, et je regarde maintenant. Alors après, c'est une façon de réussir sa vie en soi, hein, c'est juste celle qui me correspond pas, mais tous les gens qui étaient vraiment les gens cool, ceux qui se faisaient des soirées où putain on se défonce, on boit et tout, en mode moi je regardais un film avec mes parents. Maintenant ils ont des vies que je trouve très 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 rangées et qui pour moi correspondent un peu alors c'est un peu méprisant, c'est un peu du mépris de classe et c'est un peu, mais qui est une forme d'enfer pour moi, genre le petit pavillon. Il y a un truc que pour le coup je reconnais, c'est que j'ai l'impression, parce que je les vois un peu sur Facebook et puis que je les ai croisés aussi, que les gens qui étaient très très cool à l'époque au collège, ils sont restés plus ou moins dans le coin. Ça, c'est un truc quand même que nous, on n'a pas vécu, mais parce qu'on a fait des études et tout. C'est ça. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis pas du tout, je retombe très très rarement dans ma ville d'enfance parce que j'ai rien à y foutre. Et les rares fois où j'y suis allée par hasard, j'ai croisé des gens. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, eux, ils sont restés dans le coin, alors que je te parle pas du fin fond de l'Alsace, hein. Je te parle du fin fond du 94. Non, mais tu vois, c'est pas du tout exotique et tout. Enfin, ça a aucun intérêt, à mon sens. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'ils ont tous plus ou moins construit leur vie dans le coin. C'est ça, ouais. Et là, effectivement, moi, je trouve ça un peu triste. C'est exactement d'ouverture et tout. C'est vrai. Bon, et après, il y a des gens populaires qui ont réussi leur... Absolument. Il y en a plein. On est un peu sur la même thématique. Tiens, si tu devais reprendre des études, lesquelles seraient-ce ? J'hésite. J'hésite entre plein de réponses. Alors, j'ai envie de dire, comme là en ce moment, je traîne avec beaucoup d'artistes. J'avoue que des études de ciné, scénariste, ça m'aurait bien plu. Même si je suis pas sûre que ça aurait porté ses fruits. Mais en tout cas, c'est un truc évidemment qui me travaille un peu, où je me dis ça aurait été chouette. Et à côté de ça, j'ai des métiers absurdes que j'aurais adoré faire aussi et qui n'ont rien à voir avec ma vie pour le coup. Mais moi, par exemple, depuis que j'ai vu Police, je me dis, mais en fait, la brigade des mœurs, c'est pour moi, quoi. Enfin, vraiment, j'aurais dû être flic en brigade des mœurs et j'aurais fait le bien. Des mineurs, tu sais, une petite envie d'être utile, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que, je sais pas, moi, j'écoutais un podcast il y a pas longtemps sur... La Maison des Femmes. Ok. Je sais pas si tu l'as écouté, c'est... non. Je sais même plus qui c'est qui fait ça, France Culture, une connerie. T'as la Maison des Femmes qui est à Saint-Denis ? Ouais, exactement. La Maison des Femmes qui est à Saint-Denis. Et il raconte l'histoire de la femme qui a monté la Maison des Femmes. Et puis après, ils interviewent à peu près tout l'écosystème sur place, tu vois, de gens qui bossent, des gynécos, des médecins, des avocats. Et c'est vrai que quand t'entends ce que ces meufs-là, elles font, ça donne envie. Tu vois, tu te dis, putain, j'aurais... envie de te rendre utile. Ça, gynéco, ça a du sens, tu vois. Oui. Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est très très flou ce que je te dis, mais c'est vrai que... Non, mais si, ouais, je vois. Et c'est vrai que souvent, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais me rendre utile, mais je sais pas comment, tu vois, et le seul truc auquel je pense, c'est est-ce qu'il y a, je sais pas, des cours de théâtre que tu peux donner, Moi, je crois beaucoup à
à la prise de parole en général. Ouais. Et du coup, je me dis, là par exemple, c'est con, c'est vraiment, je suis en train de digresser totalement, Vas-y. genre, il y a une nana qui raconte qu'elle donne des cours pour apprendre à faire tes propres bijoux. Ok. Et du coup, c'est des femmes qui viennent toujours de milieux très compliqués ou alors qui ont vécu juste des violences conjugales et tout. Et en fait, ça leur fait vachement du bien de fabriquer quelque chose de leurs mains et surtout des bijoux, parce que du coup, c'est sur l'image que tu renvoies Oui, et bien tout. sûr, ouais. Et je me dis, mais c'est chambé, c'est génial comme idée. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen? Et je me suis écouté ce podcast et me dire, je sais pas, de faire des cours d'impro, Ouais. leur apprendre à se libérer un peu, le corps, la voix et tout. Et je sais pas du tout si j'ai les compétences pour faire ça, mais j'aimerais trop, genre, travailler dans des milieux comme ça, un peu sociaux. Et enfin, bref, enfin faire quelque chose pour les autres, quoi, pas que pour ma gueule ou pour des entreprises pour lesquelles on bosse en agence. Capitaliste. Qui bosse pour TF1 et Google. Mais j'ai pas trop répondu à ta question, en fait. Non, bah écoute. C'était un peu C'était très bien. éparpillé. Quel livre aimerais-tu avoir écrit? C'est ma question préférée. Mais oui! Attends, c'est pas la question que tu voulais poser pour ton premier date? Bah, ça me parle, ce truc. Oui, c'est le même principe. Mais c'est la même boîte. Putain, c'est la même boîte. Parce que je me souviens que toi, t'avais répondu la Bible. Ouais. Pour que Dieu n'existe pas, une connerie? Alors du coup, ce serait réécrire, mais pour retirer tout ce qu'il peut avoir. Et en fait, ah oui, je me rends compte que c'est plus l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Mais ouais, pour retirer tout ce qui relève de l'oppression de l'homme sur la femme, tout ce qui relève de la vision de l'homosexualité, de la transidentité, ce genre de choses. Enfin, pour essayer d'enlever au maximum tout ce qui ensuite donnait lieu à des systèmes oppressifs. Mais la Bible, pas le Coran. Pas la Torah. Toi, t'as choisi, c'est le catholicisme. Non, quand je dis la Bible, je comprends. Je parle vraiment du livre originel, donc l'Ancien Testament en fait. Okay, en soi, la Bible, oui, ça reste juif. Et en soi, mine de rien, les trois religions du livre ont pris des choses dans les précédents. Putain, mais toi, t'as plié le game, en fait. Ta question, qui est une question totalement innocente, toi, c'est juste j'aurais sauvé l'humanité, voilà, tout simplement. J'aurais réécrit pour sauver les gens des violences. Non, mais c'est bon, ça ne fait pas du tout la pression pour répondre. J'ai un gros God complexe. J'en parle souvent avec ma psy. Mais je dis ça aussi parce que souvent, peut-être que je vais te mettre encore plus la pression, mais souvent, je pense aux livres que j'ai préféré lire. Je me dis, est-ce que j'aurais pas aimé les lire? Et je me dis, non. Parce que, vu le... Mais t'imagines la prétention? Déjà, et vu l'estime que tu apportes à ta propre création, si c'est toi qui les avais écrits, jamais il ne t'aurait apporté la satisfaction que tu as eu à les lire. Donc, oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je comprends pas trop cette question, hein, très honnêtement, parce que je peux te dire mes livres préférés, mais jamais de la vie, j'aurais aimé les avoir écrits. J'aurais pas pu, tu vois. Genre, mais elle est très chouette, hein, mais je vois pas... je vois pas à quelle hauteur de génie j'aurais pu me substituer dans le plus grand des calmes. Du coup, t'en as aucun qui Moi, une fois, on m'a répondu les Harry Potter, comme ça, je serais blindé. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais en fait, du coup, la question, c'est tu les aurais écrits à l'identique? C'est ça? C'est à libre interprétation. Je fais en sorte que les questions soient libres d'interprétation. Donc, ça peut être réécrire, ça peut être écrire à l'identique. Non, je t'avoue que moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Pardon, hein. Mais je trouve ça très intéressant que tu veuilles réécrire la Bible, mais j'ai pas mieux que ça. Tu voudrais pas réécrire un livre de développement personnel, là, genre celui qu'on t'offre quand la semaine de 25 heures, un truc dans le genre, non, la journée de 25 heures. Mais je t'ai dit qu'on a un projet avec Anissa, mais je t'avais déjà raconté. Non. Anissa, elle a un moment, je sais pas, on était un peu, je sais pas, on était un peu triste ou j'en sais rien, enfin, on se disait ça serait trop cool d'écrire un bouquin d'anti-développement personnel. Ah bah oui. Et Anissa, je sais d'où c'est parti. Anissa, elle a une peur panique du conflit. Mais genre, elle est tarée. C'est-à-dire qu'elle s'est embrouillée avec son coloc, qui lui a fait la gueule. Et elle s'est pas embrouillée d'ailleurs. Il lui a fait la gueule, elle savait pourquoi. Parce qu'elle avait fait une teuf, machin, ça avait duré longtemps. Et elle a passé 4 mois à l'éviter dans son propre appartement. Ah ouais. De peur de la confrontation. Okay. Jusqu'à ce que le truc... finalement disparaisse de lui-même quand il a commencé à lui reparler. Okay. Et ils ont jamais abordé le problème. Et je me souviens qu'on était là et j'étais avec sa sœur et tout, on me disait mais
parle, dis-lui, engueulez-vous, j'en sais rien, mais et je me suis dit mais c'est très très grave d'avoir cette peur du conflit à ce point-là. Et du coup, je voulais qu'on écrive un bouquin qui s'appellerait L'art de la fuite par Anissa Omri. Et du coup, on avait eu plein d'idées justement de mauvais conseils, genre faites des grosses siestes de 14h à 19h. Tu vois, comme ça, le soir... je suis client de fou. Ça, comme ça, t'as pas sommeil, et du coup, jusqu'à 3-4 heures, tu réfléchis à des trucs, comme ça, et tu penses à ta vie et tout, tu moulines. Après, il y avait plein de conseils sur l'automédication, parce qu'Anissa, elle passe son temps à s'automédicamenter, tu vois, genre en mode, c'est pas parce que vous n'êtes pas médecin que vous ne pouvez pas savoir ce qui est bien pour vous, prenez du tramadol, voilà, si vous avez un petit coup de mou, enfin... Il y avait un truc sur la gestion des finances aussi, genre, si vous savez, parce qu'Anissa est une très mauvaise gestionnaire de finances, si vous savez que vous allez recevoir 100 €, vous pouvez dépenser autant de montant que vous voulez, de moins de 100 €, parce que vous allez recevoir 100 €. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas recevoir 100 €, tu peux t'acheter une télé à 99, un vinyle à 40. Absolument, parce que tu vas recevoir 100 €, donc ça va couvrir. Donc ça va couvrir. Ok, très bien. C'était que des trucs comme ça. On avait fait des chapitres après chapitres. Franchement, on en pleurait de rire. Mais sortez-le. Mauvais conseils. Et je voulais faire même, tu sais, des infographies. On avait même pris des citations qui ressemblaient à des citations inspirationnelles, mais c'était vraiment que des trucs pourris, genre arrête de courir après le succès. Peut-être il viendra, peut-être il viendra pas, tu vois, enfin, un truc comme ça, mais genre à chaque fois c'était des morales toutes pourries de ça sert à rien d'insister, laisse-toi mourir, tu vois, enfin des trucs, mais et je me suis dit en vrai ça serait hyper déculpabilisant d'avoir enfin des trucs comme ça qui te ressemblent en fait, tu vois, genre en fait des grosses siestes, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent comprendre. Il y a plein de gens qui disent oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est horrible de se dire à chaque fois que t'es à ce point-là responsable de ton bonheur et que si tu t'as pas le bon rythme... je prêche un converti. C'est ça. Hein. Le jour où une femme noire lesbienne sort un bouquin de développement personnel, j'envisagerais de le lire. Mais tant que ce sera des mecs blancs, je suis désolé, non. Enfin, genre, ta gueule. J'ai pas envie de savoir comment réussir ma vie selon toi. C'est vrai, la 25e heure et tout. Ouais, la semaine de 4 heures. On rejoint peut-être un peu le sujet des études. Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Je vais laisser parler mon complexe d'Oedipe. Oui. J'aimerais bien être incollable en physique. Ok. Ça me plairait bien. Parce que je pourrais discuter avec mon père. Et que je comprendrais ce qu'il me dit. Oui. Mais je viens d'une famille de matheux et de scientifiques. Et du coup, je fais... Plein de gens pensent autour de moi que je suis hyper calée parce que ça rebondit sur moi et que effectivement j'ai une vague culture générale grâce à des conversations que j'ai entendues, mais c'est excessivement léger, c'est très superficiel, mais ça les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Moi je le sais. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être une imposteur en permanence parce que je passe mon temps à parler de trucs que je crois avoir compris, mais je sais très bien que si on me pose une question je suis dans une merde mais terrible. Donc j'aimerais bien avoir une connaissance scientifique un peu plus évoluée que la mienne. Tu sais d'ailleurs très bien mimer la relativité générale. Malheureusement, nos auditeurs ne pourront pas le voir. Oui, est-ce que j'ai un sketch dessus. Quel titre de chanson résumerait ta vie ? Mais moi j'ai une culture musicale qui est terrible. C'est pas grave. Ma vie en ce moment ? Ta vie en ce moment, si tu veux. Toi, tu t'y connais bien. Est-ce qu'il y a un titre qui te vient qui ressemble à parfois t'es fou de bonheur et parfois t'as envie de crever, mais tout ça la même journée? Tu sais, genre un truc très cyclique, comme ça, genre up and down, mais genre très très intense. Oui, il doit bien y en avoir. Hein. Je pense que notamment dans toute la scène hardcore emo des années 90 et 2000, que tu connais très bien, par cœur, qui est une musique que j'écoute quand même beaucoup. Putain, qu'est-ce que ça pourrait être Je te laisse la responsabilité de choisir. Ouais. Putain. Oh là 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 là, tu me mets dans une position difficile délicate. Parce que c'est la première fois qu'on me demande de défendre mon statut de mélomane dans Aléatoire. Moi, tu le sais, je suis nulle, j'y connais rien. J'ai déjà eu l'honneur, parce que le dernier enregistrement que j'ai fait, c'était avec Rabat Naïtoufela, donc comédien et également qui a commencé en étant rappeur. Il m'a dit à un moment, il disait ouais, en plus toi tu sembles bien t'y connaître en rap. Je trouve ça fait plaisir. Mais alors t'as un truc qui ou tout simplement tu vois qui montre un peu le côté un peu montagne russe d'émotions.
En plus, là, j'ai que des paroles qui me viennent en tête. Écoute. Bah, ça marche, sinon. Oui, ça peut marcher. Mais putain, là, du coup, là, j'ai le blanc total. Voilà la situation délicate dans laquelle tu mets des invités. Ah ouais, oui, évidemment. Mais justement, d'habitude, on aurait dû attendre. Les voix galérer. On aurait dû attendre l'épisode 100 pour avoir cette réaction de ma part. Écoute, j'essaierai de retrouver, je le mettrai dans la description du podcast et je t'enverrai le morceau avant. Tu me diras si ça te convient quand même. Je validerai ton choix. Aimerais-tu savoir quelque chose sur ta vie future ? Oui, bah oui. Quoi donc ? Ça va pas être très original. Hein. Bah vas-y. Hein. Bah j'aimerais bien savoir... Non mais c'est la honte. Mais non, mais parce que toi-même tu sais, je sors d'une rupture. Oui. Et du coup là, je suis dans un mood en ce moment où je suis intimement convaincue et terrifiée par l'idée que je ne vais rester seule toute ma vie. Et que là, c'est le début d'une longue descente aux enfers. Et du coup, effectivement, après, c'est intéressant parce que si jamais j'apprends que, effectivement, j'ai raison et que ma vie sentimentale est définitivement terminée, je sais pas ce que je ferais de cette info. Oui. Je serais un peu dans la merde. Donc, je veux le savoir, mais je serais un peu... Enfin, je suis pas sereine sur la réponse. T'aimerais qu'on te le fasse deviner plus qu'on te le dise cash, en fait. Putain, mais t'imagines, t'apprends que c'est fini. Ou alors, et du coup, alors pour le coup, peut-être que tu prends une direction qui n'a rien à voir, où t'essayes même plus, et tu vis ta vie, mais je sais pas, j'en sais rien, putain. Mais après, le truc aussi... tu mets fin à tes jours, je sais pas. Ça pose aussi une question sur à quel point les choses sont immuables et à quel point les choses sont... Est-ce qu'il y a un destin, quoi ? Est-ce qu'il y a un truc qui est écrit ? Oui. Ou est-ce que le fait clair. De savoir... C'est autoréalisateur. Le truc dans ce futur... Ouais, est-ce que c'est forcément autorisateur ? Tu vois, est-ce que le fait de savoir ce truc dans le futur... Mais ça, moi, c'est ce qui m'énerve le plus dans tous les mythes de la Grèce antique. Oui. En fait, c'est que tout est putain d'autoréalisateur. Bah, bien sûr, et que vraiment, genre, s'ils n'avaient pas eu la putain de prédiction, rien de la prédiction ne serait arrivé. Enfin, à chaque fois, c'est le même scénario, quoi. Ils font... SO tout Oedipe. Bah oui, non, mais c'est vrai. Oedipe, typiquement, t'es là, mais les gars, qu'est-ce qui vous a pris d'aller voir une putain de pitié ? Si vous étiez pas allé, votre vie, elle était parfaite. Enfin, tu vois ? Et du coup, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, ça me travaille de ouf. Donc, effectivement, c'est pour ça que je me dis très rapidement, savoir des choses. Je pense que je serais rassurée quand même de savoir que il va se passer quelque chose, quand même. Mais bon, j'ai conscience de la dangerosité de poser la question. Sans être une pitié, je pense pouvoir m'avancer et dire que oui, mais bon. Ouais, mais bon. Qui sait ? T'es pas pitié, malheureusement. Je suis pas pitié. Est-ce facile Est-ce que t'as déjà dit cette phrase avant dans ton podcast ? Non, jamais. Je suis pas pitié. Est-ce facile de te connaître ? Oui. Oh là là. C'est si simple. Oh, il est venu du cœur, celui-ci. Oh là là. Ah, mais j'ouvre tellement ma gueule, moi, que genre, c'est si simple. Je suis un livre ouvert. Non, mais tu sais, pour te dire à quel point... Genre, je déjeunais avec une collègue, Laura, que tu connais du coup, à qui je parle pas souvent. Laura, à chaque fois que je la vois, je suis trop contente de la voir, mais je la vois vraiment, on discute une fois tous les 2 mois, tu vois. Ouais. Et je lui annonce que mon frère va avoir un bébé, parce que j'ai appris à Noël. Et je lui dis juste cette info, et elle me sort « Ah oui, d'ailleurs, ta belle-sœur, elle est pas un peu chiante ?» Et je fais « Oh putain !» Genre, ça veut dire que... C'est quand même un sujet hyper précis, tu vois. Genre, mes relations avec ma belle-sœur, tout le monde s'en fout, tu vois. Précis, ouais. Et ça veut dire que Laura, à qui je parle une fois tous les 2 mois, a quand même réussi à récupérer cette info. Donc ça veut dire que, putain, qu'est-ce que je raconte ma vie aux gens, quoi. Ça m'a frappée. J'étais là, putain, c'est très, très grave. Moi, je serais bien incapable de savoir comment est la belle-sœur de Laura, tu vois. Enfin, même pas s'il y en a une. C'est très, très grave. Je vois très bien. Mais oui. C'est vrai. Et toi, tu parles beaucoup aussi. Oui. Comme moi, je pense qu'on est un peu pareil. On n'a pas trop de pudeur sur nos vies privées. Non. Bah, et puis je pense que mais je pense que c'est la même chose pour toi, c'est que je fonctionne beaucoup par couche en fait. C'est-à-dire ? C'est qu'il y a la couche où c'est très facile de me connaître. Il y a la couche où faut quand même déjà me fréquenter un peu pour que je m'ouvre sur ce genre de choses. Et il y a la couche où je m'en parle même pas à moi-même. Tu vois ? Moi, je pense que j'ai pas trop de couches. Quel est ton premier souvenir ? J'étais à plat ventre, j'étais un bébé. Et je me souviens qu'on me tendait un bout de concombre. Ok. Vraiment, mais j'avais 3 ans. Il y a la photo ou c'est un vrai souvenir, c'est pas un souvenir. C'est mon premier souvenir. Je me souviens d'un bout de concombre.
Et a priori, en fait, j'ai une petite obsession avec le concombre. Depuis longtemps, j'adore le concombre, quoi. Et apparemment, ça date depuis que je suis bébé. Ok. Et je pense que c'est pas par hasard que mon premier souvenir, c'est qu'on me tende un bout de concombre, c'est que je devais adorer ça. Ok. Mais c'est vraiment un souvenir, c'est presque un souvenir, je sais pas comment dire, genre olfactif, tu vois. C'est un truc, c'est très flou, mais c'est mon premier souvenir. Et apparemment, genre, mon père me racontait que quand j'étais petite, par exemple, que j'avais 2 ans, il allait au supermarché avec moi. Et à chaque fois qu'il achetait un concombre, il me le donnait. Et je bouffais le concombre cru dans le caddie, tu vois. Et vraiment j'ai une passion de faux pour ce légume, quoi. Et j'étais connue, enfin, les caissières me reconnaissaient parce que j'étais le bébé qui mangeait du concombre. Et mon père était connu pour ça parce que, voilà, enfin bref, ça devait être un peu bizarre pour eux. Donc oui, c'est... Non, c'est très intéressant. Ton premier souvenir, c'était un bout de concombre. Très bien. Je l'aime bien aussi, celle-là. À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? En vrai, franchement, cette question, j'y ai déjà réfléchi parce qu'on a fait un podcast, justement. Est-ce que c'était mieux avant ? C'était une des questions qu'on s'est posées. Et vraiment, sincèrement, je peux vivre vraiment, pas observer, pas c'est visiter, pas pareil, pas visiter, vivre vraiment, vraiment. Je pense que j'aurais pas choisi un autre temps que le nôtre. Oui. Parce qu'en fait, c'est parce que je suis une fille, en fait, et que du coup, le droit des femmes fait que genre c'était vraiment plus compliqué avant et que ça s'est amélioré, mais très récemment. Et du coup, ça plus la santé. Oui. Parce que franchement, justement pour le podcast, est-ce que c'était mieux avant ? J'ai fouillé dans des archives parce que je voulais faire un petit jeu sur prendre des citations d'articles et que les gens doivent les dater. Tu vas savoir de quand ils dataient. Et vraiment, je me suis retrouvée dans les archives de Gallica, qui sont les archives de la BNF, avec vraiment énormément de presse du XXe siècle, machin. Et en fait, tout le monde meurt. Hein. C'est terrible. La médecine a tellement évolué que, enfin, vraiment, à l'époque, t'avais... tu sais, tu tombais dans la rue, tu avais une septicémie, t'étais clamsé, tu vois. Enfin, genre, c'est très, très dangereux avant. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'a fait peur. C'est vrai, parce que je pense qu'il y a eu, mine de rien, il y a eu des époques qui étaient plus clémentes vis-à-vis des femmes que d'autres. Genre le Moyen-Âge. Genre le Moyen-Âge, qui était pas du tout ce qu'on s'imagine, en fait. Ouais, bien sûr. La plupart des choses qu'on s'imagine sur le droit des femmes au Moyen-Âge datent, en fait, de la Renaissance. Exactement, ouais. Et... donc, mais par contre, la santé au Moyen-Âge, non, c'était... Hygiène. C'est ça. Franchement, non, je pense qu'on n'aurait pas... Je pense qu'on est trop fragile hein, pour... Oui, ou alors, je pense que de toute façon, effectivement, nos... Et en plus, dans tous les cas, quand tu choisis une époque, t'es toujours du côté des ultra privilégiés dans ta tête. Bien sûr. Parce que vraiment, enfin, au Moyen-Âge aussi, enfin, peut-être même au Moyen-Âge, tu vois, si t'es paysan... Oui. À mon avis, c'est une espérance de vie très basse. Enfin, non mais c'est dur la vie. Tu travailles dur avec et les 28 ans, t'es content. Hein, ouais, c'est ça, exactement. Patriarche, hein, donc. Même tu regardes même la romantique. Tu te dis, il y a des termes et tout, c'est sympa. Mais il fallait quand même être partie de l'élite politique, avoir accès aux termes et tout. Enfin, il fallait pas être esclave. Non, c'est con, mais quand même. Quand même pas. Mais c'est vrai, c'est intéressant qu'en général, quand on se dit j'aurais aimé vivre à cette époque, on se met du côté des privilégiés. T'aurais aimé dans les, je sais pas, le Paris des années 50 pour traîner avec Sartre et Beauvoir, machin, mais il fallait encore faire partie du groupe, tu vois. C'est ça. Je pense que c'était pas non plus une majorité qui était au Café de Flore. Oui, non, carrément. Bah après, moi, tu vois, j'aurais bien aimé. J'ai une fascination pour le Paris de l'entre-deux-guerres. Ouais. Pour les années 20 et les années 30 de Paris. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse... Les années folles, c'est ça ? Ouais, les années folles. C'est pas la vie de la bourgeoisie, ce qui m'intéresse. C'est la vie dans tous les quartiers nord, en fait, qui étaient les quartiers un peu... Mais toi, elles sont stylées, tes réponses. Les quartiers vrais. Mais encore une fois, parce que je suis un mec. Oui. Parce que tu vois, je pense qu'une femme à cette époque, dans ces quartiers, soit elle est pauvre et elle crève, soit il y a un mec qui décide de la mettre sur le trottoir et de la faire travailler. Enfin, donc. Mais c'est quoi les quartiers nord à l'époque ? C'est-à-dire Pigalle, Ménilmontant. Et tu penses que c'était le feu là-bas ? De tout ce que j'ai pu voir comme documents et notamment de documents de presse, c'est que c'était grouillant en fait. C'était grouillant et c'était vraiment un milieu de cabaret et où il y avait en fait où il y avait pas vraiment un brassage social, mais où il y avait où tous les niveaux de la société en fait se croisaient et se rencontraient. Donc quand même du brassage social. Ouais, mais il y avait pas de fréquentation, tu vois. Il y avait pas, c'était pas des immeubles où à tel étage c'était les archi riches et l'étage au-dessus c'était les truands, mais
Mais c'était plutôt les archi-riches qui allaient dans tel cabaret, les hommes d'affaires qui allaient dans tel cabaret pour s'encanailler. Et puis à côté de ça, dehors, t'avais quand même les Apaches qui pouvaient les attendre pour les dépouiller. Donc les Apaches qui étaient un des gangs de Paris. Ok, je voyais des Indiens, je comprenais pas ce que tu disais. Non, les Apaches qui étaient un des gangs de Paris de l'époque. Et voir ça... Mais c'est vrai que, non mais pour le coup, voir... c'est ça. Mais moi, c'est vraiment ça. J'aurais adoré, si tu vois des images, des archives de Paris au début du 20e, tu sais, avec tous les magasins, les petits artisans partout, les voitures, les voitures avec des chevaux, quoi, qui passent et tout. Les calèches. Les calèches, merci, putain. Culture générale, bonjour. Non, mais ça donne hyper envie, vraiment, de juste voir comment ils vivaient, comment ils parlaient. C'est ça, ouais. Ça devait être fou. Il y a tout un argot aussi de ouf. Bien sûr, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ma limite, quoi. Genre, observer, bien sûr. C'est comme Anissa, elle avait répondu, être à la cour de Louis XIV. On était là, ouais, meuf, t'es arabe, en fait. Genre, t'as oublié ou quoi? Genre, c'est... Oui, ok, si t'es une noble crinoline, machin, blindée, pourquoi pas, mais... Oh, et encore, hein, je pense c'était une vie pleine de... Ouais, pour les meufs, c'était pas la teuf. Ouais. Clairement. Mais ouais, c'est vrai, c'est plus visiter, passer un week-end, se prendre un petit Airbnb que y vivre. Ouais, c'est ça, se prendre un Airbnb. Alors, si tu ne devais garder qu'un seul sens, donc toucher, vue, odorat, oui, goût, lequel serait-ce? Louis. Ouais. Ouais. Oui, parce que en vrai... Bon, la vue, non. Parce que déjà, je suis bigleuse de ouf, donc... J'ai l'habitude. Ouais, voilà. Le toucher, c'est chiant. Le toucher c'est chiant. Parce que du coup, tu ressens plus rien. Genre, t'as plus de... Moi, j'ai l'impression que... je vais faire par élimination. Je pense que le l'ouïe, c'est ce qui te permet d'être le moins ostracisé possible. Ça veut rien dire. À mon avis, si tu conserves l'ouïe, tu peux te débrouiller pour communiquer. Et pour être pas trop sorti du monde. Parce qu'en fait, t'as le langage des signes, donc tu peux parler le langage des signes. Bah non, parce que la parole, c'est pas un sens. Donc, si t'as l'ouïe, en principe, t'as la parole aussi. Ah oui, j'ai la parole. Ah oui, non, mais alors là, direct, l'ouïe, la parole. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que tu peux continuer à faire de la scène. Oui. Donc oui, c'est bon. Non, mais je veux dire, oui, t'as raison, t'as la parole en plus. J'avais même le truc de sourd-muet aveugle dans la tête. Mais oui, clairement, c'est le seul moyen pour continuer ta sociabilisation. Après, c'est chiant, parce que du coup, tu ressens plus rien, donc c'est un peu... abandonner le toucher, c'est quand même pas cool comme question. Genre, c'est vraiment pas sympa, mais ok. Tu choisis Louis, ouais. Par l'élimination. Qu'est-ce qui est légal maintenant et ne le sera plus dans 20 ans? C'est dur, hein? Ça l'est. Qu'est-ce qui est légal maintenant? Je veux dire un truc chiant, je pense. Peut-être qu'il va y avoir un truc, je pense aux handicapés. Parce que les handicapés, on s'en fout un peu, globalement. Il y a quand même des lois sur l'accessibilité qui sont passées en 2005, même le gouvernement les respecte pas, tu vois, enfin, c'est un peu compliqué, et je pense que il va y avoir des durcissements. Okay. Parce qu'en fait, la population handicapée, mine de rien, elle est assez nombreuse. Elle commence à un peu ouvrir sa gueule. Il y a de plus en plus de gens qui se font les... Tu vois, il y a... comment il s'appelle le mec des nuls, là. Farouja. Ouais, Farouja, qui a sorti un bouquin, qui s'est retrouvé face à la ministre du handicap. Il y a une sclérose, c'est ça? Une sclérose en plaques, ouais. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs avec les handicapés qui passeront plus dans 20 ans. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un durcissement, soit de la loi de l'accessibilité. En fait, de manière générale, l'accessibilité va devenir... ça va être de plus en plus compliqué de la contourner. C'est déjà le cas, tu vois. On va déjà vers ce chemin-là. Je pense que l'histoire des quotas en entreprise, ça peut s'intensifier, par exemple. Ça m'étonnerait pas qu'on aille vers ce chemin-là de... En fait, il va falloir vraiment qu'on arrête de fermer les yeux. Ces gens-là existent et il faut qu'on les compte avec nous dans la société, quoi. Ça a souhaité, en tout cas. Oui. Tes réponses un petit peu
Bien pensante, j'en ai conscience. Non, mais... conscience. On est dans un podcast bien pensant. As-tu déjà frappé quelqu'un ? Mon frère, je pense. Ouais. Ouais. Quand on était petit, ouais. Bah, il m'a frappé d'abord, je pense. Mais oui, oui, j'ai dû frapper mon frère, oui, bien sûr. Mais il était très chiant aussi. Ouais, mais on te demande si t'as déjà frappé quelqu'un, on te demande pas de te justifier. Il méritait. Si, il méritait. Il méritait. Non, bien sûr. Très bien. Tu n'as jamais frappé quelqu'un qui ne le méritait pas ? Non. Non. Non, c'était vraiment de la violence constructive. Éducatrice, presque. Éducatrice. Bienveillante. Bienveillante. Pédagogique, c'est ça. Quelle a été la chose la plus bizarre qu'un ou une inconnue t'ait dite ? Non, pas bizarre, mais je me souviens d'un mec qui m'avait arrêté dans la rue. J'étais à Malakoff, j'étais au marché de Malakoff. Okay. Et qui m'avait dragué, mais j'avais trouvé ça tellement drôle. Il m'avait arrêté, il m'avait fait « Eh mademoiselle, en vrai ?» Ouais. Non, il m'avait dit « En vrai, rien à dire. » Et j'étais là, mais c'est tellement drôle parce que je sais pas comment prendre. Tu sais, genre, c'est tellement bizarre, rien à dire. Rien à dire. C'est genre, tout est bien ou genre, je n'ai pas de compliments à te communiquer parce que tu n'en vaux pas la peine, tu vois, c'était hyper bizarre. Et vraiment, j'ai eu un fou rire quand il m'avait dit ça. J'étais là, putain, mais c'est vraiment ce qu'une femme rêve d'entendre en fait, rien à dire, enfin, trop bien. Ok. C'était mignon. C'était mignon. Je crois que j'ai refusé aucune question pour l'instant. Non. Juste la musique, je t'ai laissé le choix de la réponse. Bah après, t'es pas non plus obligé de refuser une question. C'est vraiment si on a une qui te plaît pas ou qui te... Est-ce que tu as déjà prétendu être quelqu'un d'autre ? Oui, bah oui, plein de fois. Il est sorti comme d'un cri. C'est le même cri du cœur que pour est-ce qu'on te connaît ? Est-ce que tu es facile à connaître ? Non mais oui, mais c'est tellement drôle de faire ça. Genre, à un moment, c'était mon grand jeu quand j'étais en vacances ou même dans la rue. Je faisais croire, dès qu'il y avait un mec qui m'abordait dans la rue, ou dès qu'on se faisait draguer avec des copines, c'était vraiment l'occasion de raconter de vie. Mais vraiment, genre, j'ai fait croire à plein de gens que j'étais en voyage de noces avec mon chéri, alors que c'était mon meilleur pote gay. Genre j'ai fait croire que j'étais bonne sœur, j'ai fait croire que j'étais maquée avec un mec qui avait littéralement peint mon portrait sur un immeuble par amour. Et à chaque fois, en fait, je racontais des choses un peu rocambolesques et j'attendais de voir si les gens étaient crédules jusqu'au bout. Ouais. Et en fait, les gens croient tout ce que tu dis. Oui. Par défaut, par définition, ils pensent que tu dis la vérité. Et moi, par principe, je mens très vite. Ouais. Et en fait, c'est trop drôle de s'inventer des vies bien sûr, ouais. Avec des inconnus. Oui, oui. Je suis assez d'accord. Ce qui veut dire que j'ai pu le faire aussi. Tu l'as fait beaucoup ? Non. Et pareil, pour moi, ça a toujours été dans des contextes de soirée. Ouais. Je me souviens d'une soirée où... Alors, ce que je te dis, maintenant, ça peut paraître un peu ridicule, mais c'était... ça devait être en 2012 ou au tout début 2013. Avec un pote, on était dans une soirée, on s'était fait passer pour des journalistes de Brain Magazine et Combini. Ok. Ce qu'on ne ferait plus du tout aujourd'hui, parce que... Brain, ça va, non ? Hein ? Brain, ça va. Ouais, Brain, ça va. Mais Combini, voilà, c'est plus aussi oui. Cool que ça ait pu être. Pareil aussi, une fois, j'avais accompagné un pote, il avait un date avec une meuf, mais la meuf était venue avec plein de potes à elle. Et on s'était dit pour se marrer que c'était le week-end où il y avait le Hellfest. Mm-hmm. Et en fait, moi, j'étais ultra vénère parce qu'à la base, on devait faire totalement autre chose. Et il m'avait dit, non, mais Jacques, en fait, j'ai peut-être un plan avec telle meuf, tu veux pas m'accompagner ? J'étais en mode, mais gros, on avait prévu d'aller au 6B, qu'est-ce que tu me chantes ? Oui, mais on va un peu au 6B. Et en fait, j'étais un peu vénère. Et du coup, il m'avait dit, tiens, vas-y, pour expliquer pourquoi t'es vénère, on a qu'à dire que ton groupe devait jouer au Hellfest, mais ton batteur s'est pété la jambe dans la semaine. Je l'avais regardé et je lui ai dit, je suis tellement chaud, mec. Donc on avait fait croire aux meufs que j'avais un groupe de métal, tellement le style, un groupe de métal extrême qui devait jouer cette semaine au Hellfest et que j'avais pas pu parce que mon batteur s'était pété la jambe. Alors que je n'ai jamais été au niveau de jouer au Hellfest avec ma musique. C'est ça qui est trop bien, c'est vraiment genre tu t'inventes des histoires, c'est trop, tu t'incarnes une autre personne, quoi. C'est ça. C'est chouette. C'est exactement ça. Ouais. C'est du théâtre en fait. Celle-ci, je pense, va être compliquée. Ah. Penses-tu être quelqu'un de bien ? Oui. Okay. Je suis un peu déçu. Je ne vous le cache pas, je suis un peu déçu. Ah si, quand même, je suis pas quelqu'un de mauvais. Non, moi c'est une manière de me dire des choses, Jacques, c'est ça ? Non, moi j'ai très bien compris ton petit jeu. Moi, je te catégorise dans les gens bien, effectivement. Franchement, mais je connais que des gens bien. Hein.
Oui. Franchement, non. Vraiment, pour que je me dise, cette personne n'est pas quelqu'un de bien, c'est très rare. Et je l'identifie, tu vois, je me dis, et c'est rare que tu te dises, cette personne, j'en ai rencontré il y a pas longtemps, tu vois, et ça m'a marqué. Ça m'a tellement marqué que j'en ai parlé à tout le monde, tu vois. Donc ça veut dire que l'extrême majorité des gens que je rencontre, c'est des gens bien. Hein. Donc je pense que j'en fais partie, mais sans fausse modestie. Enfin, je trouve ça... Non, mais quand même, c'est le minimum. Qui répond genre, non, je pense que je suis pas quelqu'un de bien. Pour l'instant, personne, effectivement. Ouais. Oui, en même temps, je crois que c'est la première fois que la question sort. Ah oui, okay. Pour l'instant, personne répond. Oui, parce que je suis la première personne qui répond. Ça dépend. Non, après, je pense que t'as des gens qui vont être énormément critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Oui, mais attends, moi aussi, je suis très critique. Mais je pense que je pourrais être quelqu'un de meilleur, hein. Attention. Oui, ok. Largement. J'ai une énorme marge de progression pour être quelqu'un de meilleur. Non, mais c'est vrai, tu vois, je pourrais donner mon temps pour aller aider les SDF dans la rue et tout. Ça, je le fais pas, hein. Je pourrais aider les moineaux, faire... Tu vois, genre... non, mais c'est vrai, je pourrais compter les moineaux à Paris pour la LPO. Enfin, il y a plein de trucs que je pourrais faire que je ne fais pas. Mais pour autant, je pense pas faire partie enfin, tu vois, sérieusement par l'absurde. Je pense pas faire partie d'une catégorie de gens qui ne sont pas des gens bien. Qui ne sont pas bien. Ouais. C'est quand même... Enfin, faut y aller, quoi. Je vois. Mais je pense que j'amène plus de bien que de mauvais. C'est ça, ouais. Sans fausse modestie. J'espère amener plus de bien que de mauvais. Et alors, la dernière question. Oh. On va voir sur quoi on termine. Elle est bien en plus pour finir. Quelle chose immature aimes-tu bien faire ? Immature. Je suis quelqu'un de très mature, donc j'ai du mal à... J'aime bien... Je sais pas comment tourner ça correctement. J'aime bien faire des blagues. Non, je sais pas comment dire. C'est pas que j'aime bien faire des blagues, mais j'aime bien... Si, j'aime bien faire des blagues aux gens qui servent à rien. Tu sais, genre... je sais pas, genre je me tape une barre toute seule et je décide de déranger mes boss juste pour le plaisir de la vanne, tu vois. Et genre, oui, ça c'est de la lutte contre le capital. C'est quelque chose de très mature, de révolutionnaire. Politique. Peut-être que je m'ignore. C'est politique comme mais non, démarche. Mais ça veut dire que je n'hésite pas à vraiment solliciter du temps à des gens pour juste me faire rire. Pour la simple blague. Ouais. Tu vois, par exemple, je me suis tapé une barre parce que j'avais un de mes collègues qui m'a envoyé un message à 13h03 pour me dire que je suis pas sur mon ordi. Et j'ai contacté son boss et je lui ai vraiment dit salut Pierre, voilà, je voulais te parler du fait que machin n'était pas devant son ordi. Je pense qu'il y a un vrai problème de professionnalisme. Je lui ai envoyé des screenshots de la conversation en mode voici pour preuve lui-même qui avoue le fait qu'il n'était pas sur son ordinateur. Je te laisse juge, peut-être en parler à son entretien semestriel. Et je lui ai vraiment fait un pavé sur Slack pour lui dire à quel point je pensais que c'était grave et qu'il fallait qu'il adresse le problème. Et j'ai calé un point recadrage. T'as pas peur que ce soit pris au sérieux ? Mais j'adore, vraiment. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, les gens, ils aiment trop ce genre de... Enfin, tu vois, c'est pas qu'ils aiment trop, mais il m'a vraiment répondu... alors qu'en plus, tu vois comment il est Pierre, il est sérieux, tu vois. Enfin, ouais, mais il est très pince sans rire. Il est très pince sans rire. Et c'est vrai que moi, quand je me souviens, j'ai montré ce message à des collègues en mode est-ce qu'il va marcher ou pas. Et j'avais vraiment des gars qui étaient là, putain meuf, c'est sérieux, non mais arrête et tout, peut-être tu vas prendre au sérieux. Et vraiment, il m'a répondu merci Elsa, je note bien évidemment le problème, tous les combatteurs, merci pour ces retours hautement appréciés, tous les collaborateurs n'ont pas ton niveau de zèle et tout. Et j'étais là, putain yes, genre, et j'étais comme une gamine, trop fière de me dire, genre, enfin, ça c'est un exemple parmi plein, tu vois, mais j'aime trop, juste pour le plaisir de la blague, partir dans genre par exemple ma prochaine blague elle est déjà prévue. C'est souvent il y a des messages c'est vraiment des trucs d'entreprise, hein. Franchement c'est de la merde mais je me fais rire toute seule. Genre il y a souvent des messages sur le groupe genre parisien en mode il y a quelqu'un qui prend une photo qui a oublié ce chargeur, tu vois, et j'aimerais trop faire ça sauf que foutre derrière mon ordi
avec marqué genre prochain licenciement, 2 points. Tu sais, mettre un tampon confidentiel sur la page et mettre prochain licenciement et balancer 3 noms de gens qui sont genre inlicenciables, tu vois. Genre que des gens qui sont hyper forts et tout. Et après faire genre le oupsie, mon ordi était ouvert. Et genre, je m'auto-fais rire de cette blague qui va probablement pas marcher en plus, parce que je ne vais même pas faire gaffe, tu vois. Mais juste, je suis prête à prendre du temps pour trouver ce tampon confidentiel, juste pour la beauté du geste, tu vois. Donc ça, je considère que c'est pas hyper mature, effectivement. Ouais, mais c'est presque politique. Oui. Tu amènes, en faisant ça, tu amènes un peu de chaos et un peu d'inattendu dans le. Oui, exactement. Dans le monde du travail. Merci, Jacques. Le Joker serait fier. Celui d'Heath Ledger, hein, évidemment. Oui. C'est totalement machiavélique, effectivement. Exactement. Ouais, et puis il y a un côté. Qu'est-ce qu'il dit aussi renverse l'ordre établi. Et là, tu sais qu'on a prévu nos blagues de 1er avril. Ah ouais? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec Julie et tout, avec des collègues que j'aime bien. Et on s'est dit, est-ce que ça serait pas trop drôle? Genre, on a un point tous les vendredis matins avec genre 25 personnes, tu vois. Genre le point où tu définis les affectations de la semaine qui vient. Et on rêve de laisser Pierre tout seul. Tu sais, genre de personne. On se met tous d'accord et personne ne vient à la réunion sur les 25 personnes. Et là, Pierre, il va forcément réagir en mode « Bah, qu'est-ce qui se passe, machin ?» Et on me dit « Ce serait pas trop drôle de lui dire « Bah, si, on est connectés. » Et de le rendre fou. Parce que souvent, tu peux te tromper de réunion, tu vois. Ouais, et genre que vraiment, on soit tous là en mode « Non, mais si Pierre, on t'attend. » Et qu'il devienne... Bref. Très bien. Très bien. Mais oui, mais en plus, c'est vrai que Pierre peut paraître très... Bon, les gens, du coup, qui écouteront ce podcast ne verront pas qui c'est. Non, mais c'est le profil du développeur un peu ours, pas très souriant. C'est ça, mais à côté de ça, quand je bossais dans cette boîte, je pense que c'est une des personnes qui m'a sorti les meilleures punchlines et qui m'a fait le plus rire. Hein. Mais c'est ça, t'as raison, c'est un putain de pince sans rire. C'est un pince sans rire, mais il a énormément d'humour en vrai. Ah ouais. Tu dirais pas. Et en fait, il aime trop être un peu... tu sais, il aime bien qu'on le taquine un peu. C'est ça, ouais. Et du coup, il réagit hyper bien. Il se laisse pas du tout faire et tout. Et moi, j'avoue, je suis un peu fan de ce genre de perso. Je suis assez d'accord. Bah, du coup, merci beaucoup. Tu peux, du coup, maintenant, si tu veux... retirer des papiers, du coup, tu peux en tirer 3, donc en choisir un ou... T'as vraiment compté? Plusieurs. Ah mais oui, c'est pour ça que t'avais un stylo. C'est pour ça que c'est exactement ça. J'ai compris. Ça va très vite. J'en ai pris 4. Oui, bah écoute. Ouais, bon ça... C'est trop facile pour toi. Trop facile aussi. Elle va repiocher. Après, je vais te dire les questions pour lesquelles je t'ai dit trop facile. Ok, compliqué. Je peux repiocher? Vas-y. Je vais voir si j'en veux une dure pour toi. Oula, j'en ai pris 6. Attends. Prêt ou pas? En fait, il y aura un petit peu d'édit. En fait, tu veux voir toutes les questions de la boîte, c'est ça? Tu veux voir celle à côté de lesquelles les passer. Ah, ça c'est intéressant. Vas-y. As-tu déjà failli mourir? Alors, c'est difficile à estimer, mais il y a moyen. En fait, c'est très très difficile à estimer. Je crois que j'ai jamais vu la mort devant mes yeux. Tu vois, j'ai jamais eu ce truc de me dire, ok, c'est bon, là c'est fini. Là, je vais mourir. Mais il y a peut-être des trucs, mais il y a des trucs où je me suis rendu après coup que si j'avais eu moins de chance. Vraiment, c'était très risqué. Bon, à côté de ça, je me déplace en vélo dans Paris, donc en soi, je suis à deux. Oui, c'est vrai. Mais il y a notamment un truc, j'ai fait un peu de voile quand j'étais adolescent, et j'en faisais avec les Glénans, qui est une école de voile assez réputée, et qui est assez réputée entre autres parce qu'elle est assez exigeante. Enfin, quand tu fais quand tu décides de partir en croisière, donc c'est-à-dire que tu vis sur le bateau sur lequel tu fais de la voile, c'est assez exigeant physiquement. Tu navigues réellement, quoi. On te demande de calculer les marées, on te demande de vraiment tenir le gouvernail. Enfin, le moniteur, il est là pour encadrer, s'assurer que tout se passe bien, mais c'est quand même toi qui fais la plupart du taf. Tu te fais à bouffer, et s'il y a du remous, tu te démerdes pour te faire bouffer, alors que le bateau il va en haut, en bas. Et donc j'avais fait une croisière avec les Glénans qui partait de Vannes, qui allait jusqu'à Brest et qui revenait. Ok. Donc c'était 10 jours à peu près, je crois, 10 jours de navigation. C'était génial parce que ça m'a permis de voir des dauphins, par exemple. Oh. Ça, c'est mortel. Et en Bretagne, un peu avant Brest, il y a un truc qui s'appelle la Pointe du Raz, qui en fait en navigation est un peu touchy à passer. C'est-à-dire qu'en gros, t'as la pointe, t'as des rochers.
Et enfin, t'as de la mer, t'as des rochers. En marée montante, il y a aucun problème pour passer. En marée descendante, faut que tu contournes les rochers parce que sinon les courants te rabattent sur les rochers et tu t'échoues. Et s'échouer sur des rochers, en général, c'est une mauvaise idée. Oui. Ça peut être très dangereux. Ouais, note pour plus tard. Ouais, ne pas s'échouer sur des rochers. Et en fait, ce qui se passait, c'est que régulièrement, ce que faisait notre moniteur, c'est qu'il faisait une sieste d'1 heure. Il nous disait, en fait, pendant 1 heure, je vous laisse naviguer tout seul. Sachant que vous pouvez, on pouvait évidemment aller le réveiller si on avait un problème. Il n'y avait pas de vous vous démerdez totalement tout seul, mais c'était je veux voir comment vous réussissez à vous débrouiller pendant 1 heure. Et il avait dit je vais me coucher, je vais m'allonger et normalement quand je me réveillerai, on devrait passer la pointe du Raz. Tu le sens venir. Nous on navigue, on voit rien. Vous allez beaucoup trop vite. On passe, on sait pas, on navigue, on a une allure normale et tout, on continue. 1 heure passe, le mono se lève, il dit ok cool. Il dit bon bah là on devrait s'approcher de la pointe du Raz, on va voir comment on la passe quoi, si on passe entre ou si on doit contourner. Puis il regarde à l'avant du bateau, il regarde, il comprend pas. Il dit c'est bizarre et tout. Il regarde en arrière. Et on avait passé la pointe du Raz en fait pendant son sommeil. Vous êtes allé trop vite. Et on y est passé mais tout chousse, enfin vraiment on n'a rien calculé, on savait même pas qu'on était à la pointe du Raz, quoi. On était vraiment en mode il a flippé. Tranquille. Je sais plus si la sieste était un peu plus courte après ou s'il a juste dit bon bah voilà vous avez réussi à la passer, félicitations les mecs, ça aurait pu être un peu plus sport. Et tu vois il y a ça quoi, c'est que à aucun moment t'as eu peur lors du séjour, mais non. Parce que vraiment, quand il a été couché, on a rien senti de différent au moment de passer la pointe du Raz, quoi. Mais juste, tu sais, après coup, que c'était un truc. Mais c'est ça, c'est exactement ça, en fait. C'est que je sais pas si je suis passé à côté de la mort ou pas. Enfin. Oui, c'est possible. Ça aurait pu beaucoup moins bien se passer, mais au moment de le passer, il y avait vraiment pas ce truc de ok, là, ça va être un peu technique, y a moyen qu'on y reste. Non, c'était en mode, bah, on navigue, tranquille, pépère, tac, tac, roule ta clope, vas-y, Jacques, tu te mets au réglage de la voile, moi, je prends le gouvernail, et puis on y allait, quoi, et on s'est réveillé, enfin, le mono s'est réveillé, ah, bah, il y a plus de pointe du Raz, la pointe du Raz, elle est plus devant, elle est derrière, donc voilà. Donc peut-être, ouais, que je suis passé à côté de la mort à ce moment-là, mais bonne réponse. Sinon, je sais pas. Alors, du coup, de ma question. Du coup, c'était quoi les questions trop faciles? Justement, alors, les questions trop faciles pour toi, hein, attention. Bien sûr. Si tu pouvais exercer ton art sans être connu, le ferais-tu? Bah, c'est déjà le cas. Donc, t'es un nobody, mec, là, je peux le rappeler. Non, mais t'es pas connu. Non, je suis pas connu. Et tu exerces ton art. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Bon, bah, toi, t'es un garçon sensible. Oui. Donc, je me doute que c'est pas une question touchy pour toi. Et après, il y avait 2 questions un peu pareilles, genre, as-tu une addiction? Et de laquelle de tes mauvaises habitudes as-tu le plus de mal à te défaire? Je me suis dit que c'était la clope. Oui, voilà. Sûrement. Bon, bah, voilà. Et y a-t-il une cause qui te touche particulièrement? Bon. Tu n'es que cause qui te touche. Et après, voilà, j'ai choisi entre as-tu déjà failli mourir et quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité? J'ai choisi as-tu déjà failli mourir? Je trouvais ça plus. Alors du coup, je vais essayer de répondre quand même à la découverte. Ouais. Alors, c'est pas quelle découverte pourrais-tu faire, c'est quelle découverte. Non, bien sûr. Pourrait changer le cours de l'humanité. Je pense que la téléportation. Oh oui, putain. Mais je pense que la téléportation n'est pas possible en fait. Non, elle est pas possible. Donc. Parce que mon père il m'a expliqué pourquoi. Ouais. Alors, est-ce que ton père t'a expliqué? Est-ce que c'est possible de voyager à la vitesse de la lumière? Je crois. Si, c'est possible dans le sens où il faut que tu aies une accélération assez douce pour arriver jusqu'à la vitesse de la lumière. Mais non, mais moi, mon père, il m'avait pas dit ça. Il m'avait dit. En fait, là, je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvé dans The Big Bang Theory, parce qu'un peu, ils en parlent. En gros, il dit la seule manière pour te téléporter, et c'est pas impossible, il faudrait que tu te désintègres et que tu te recrées. Ouais. Et du coup, c'est pas que c'est pas possible, c'est qu'en fait, on ne sait pas si tu serais la même personne. Oui. Recréer que celle qui est. Parce qu'en fait, on est quand même plein de trucs qu'on comprend pas trop sur le cerveau sûr, et tout ça. Ouais. Et du coup, c'est plus un risque que c'est pas possible. C'est pour ça que j'exagère un peu. C'est plus c'est le danger est grand en fait à l'idée de te recréer de toutes pièces, cellule par cellule, enfin molécule par molécule presque. Tu vois, c'est hyper superficiel comme connaissance. C'est ça. Non, sinon, mais alors ça, je pense qu'on y est presque. Hein, on va y assister dans les 5 ans à venir. Mais la maîtrise de la fission nucléaire à un niveau industriel, enfin, réussir en fait à alimenter des villes via la fission nucléaire. Alors, je suis pas persuadé que ça va changer le cours de l'humanité en bien, parce que en soi, en fait, on découvre la fission nucléaire, il y a plus de problème d'énergie dans le monde.
Il y a plus de problème d'énergie, il y a plus de problème d'électricité, il y a plus de problème d'énergie fossile parce qu'en soi, ils sont en train de bosser là-dessus au MIT. J'ai vu un documentaire récemment et une centrale de fission nucléaire de la taille d'un terrain de tennis, donc tennis tout petit, alimenterait Paris, alimenterait l'ensemble de Paris. Et donc tu vois, tu fais 5 terrains de tennis, ouais, peut-être pas 5, tu fais 10 terrains de tennis, t'alimentes la France. C'est ridicule comme espace et en plus de ça, c'est une création d'énergie qui, si je dis pas exactement de bêtises, pas totalement de bêtises, ne consomme très très peu, enfin ne consomme finalement pas de ressources et en recrée. Oui. Donc je pense que ça pourrait. T'as juste ces putains de déchets à gérer, mais oui. Mais non, justement, la fission, c'est ça. C'est que t'as pas de déchets radioactifs. C'est ça. T'as des déchets, mais les déchets ne sont pas radioactifs. Les déchets ne sont pas dangereux. Donc c'est vraiment, Alors, je me permets d'interrompre cet épisode à ce moment parce que je me rends compte que cette partie a besoin de quelques corrections et de quelques précisions parce que je dis quand même quelques bêtises, pas mal d'approximations et en plus je me trompe de terme. Je me trompe de terme parce que donc je parle de fission tout au long de cette partie alors que non, la fission pour le coup c'est ce que l'on connaît et ce que l'on maîtrise à peu près. En tout cas c'est avec ça qu'on fait de l'énergie avec de l'uranium dans les centrales nucléaires et c'est bel et bien la fusion sur laquelle sont en train de travailler différents groupes de scientifiques pour ces questions d'énergie. Également, je parle du nombre de terrains de tennis qu'il faudrait, enfin du nombre de centrales qui prendraient la place d'un terrain de tennis qu'il faudrait pour alimenter l'intégralité de la France en énergie. C'est une grosse approximation, je suis même plus sûr que ce soit le chiffre exact. C'est pour donner une idée de grandeur, mais vraiment ne prenez pas ce chiffre pour exact. Je vous invite à faire vos propres recherches si le sujet vous intéresse et à vous renseigner. De toute façon, en description de cet épisode, je mettrai les liens vers des sources et notamment vers le documentaire où j'ai appris ce que je ressors dans cet épisode de manière relativement déformée et je vous souhaite une très bonne fin d'épisode. Mais en même temps, je me dis que la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle est tellement basée sur le contrôle de l'énergie, mine de rien, ceux qui contrôlent l'électricité, ceux qui contrôlent le pétrole, Ouais, c'est les Russes. mais qu'il y a un tel contrôle de l'énergie et que c'est tellement un des pilier qui permet à notre société de ne pas s'effondrer, et je dis pas ça en tant que c'est une bonne chose, non. Mais qui permet de faire péter les règles. Je pense que dans le pire des scénarios, vraiment le pire des scénarios, c'est au moment où on le découvre et on arrive à le mettre en application, il y a un truc qui pète dans le sens que des gens se rendent compte que c'est plus normal de payer autant pour de l'énergie et tout, qu'il ne peut plus y avoir de mainmise de grandes sociétés sur l'énergie. Il y a un truc qui pète et qui pète tellement fort, en fait, où les situations de violence qui s'ensuivent fait qu'on perd le savoir. Non, on perd le savoir qui permet de faire de la fission. Je te parle d'un truc au niveau mondial. Ah oui, en fait. d'accord. Ouais. Et qu'on perd le truc. C'est une putain de dystopie là que t'es en train d'écrire. C'est chouette. Non, mais c'est vrai, ça donne envie de le voir en série. Je me dis que c'est le pire scénario possible. Oui. Mais voilà, je pense que vraiment, si on le découvre, il va falloir qu'il y ait beaucoup de gens qui s'assoient sur les profits qu'ils font à l'heure actuelle. Et bon, ça... Est-ce qu'ils seront capables de le faire? On n'est pas sûr. Mais on le saura dans le prochain épisode de ta série qui ne va pas tarder à je suis déjà en train de plus ou moins bosser sur un scénario de je sais pas si ce sera un roman, une série ou un truc. Mais j'ai pas envie d'en parler là maintenant. Je t'en parlerai une fois qu'on aura arrêté l'enregistrement. En tout cas, merci beaucoup. Dernière question qui pour le coup revient à chaque épisode. Est-ce que tu peux me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Une personne qui te semble accessible, genre limite en partant de chez toi je peux la contacter, et une qui te paraît un peu plus inaccessible quand même. Bah tu connais la réponse de l'inaccessible. De l'inaccessible? Oui. Ok, c'est qui? Alexandre Astier. Okay. C'est bien parce qu'on m'a déjà dit Alexandre Astier, mais on me l'a déjà dit en accessible, donc je suis content de l'avoir en inaccessible quand même. Mais ça y est quand même. Oui, bien sûr. Bah là en plus plaisir. avec 2 personnes qui me disent qu'elles aimeraient l'entendre, évidemment. Bah oui. Ce sera l'occasion de la première émission en public. En accessible, Ken Kojandi. Ok. Parce que je pense que c'est un bon gars, lui. Okay. Je pensais que tu allais me dire Anissa, mais... Ah oui. J'avoue, j'en ai parlé au moins 8 fois. Oui, Anissa, oui, en plus, elle est intermittente, elle a du temps et tout. Donc...
Oui, bien sûr. C'est pas une chômeuse entièrement comme toi. Non, mais attends, mais avec plaisir. Anissa, elle est super, évidemment. Genre, mais c'est juste que les gens la connaissent pas, donc du coup. Ah oui, mais ça. Comme moi. Mais oui, bien sûr, je peux. Bon, t'as son numéro, de toute façon. Non, je suis sur Instagram. Oui, voilà, très bien. Mais ok, Ken Kojandi. Je pense que lui, il est accessible et qu'il est chouette. Okay. Après, je te dis ça, on l'a invité sur notre podcast et il n'a pas répondu. Donc, il est peut-être pas si accessible que ça. Mais on verra. Ça vaut le coup d'essayer. Il est à mi-chemin. Voilà, il est à mi-chemin entre Anissa et Alexandre Astier. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Elsa. On peut donc te retrouver tous les samedis au Cercle du Rire. Oui. Donc dans le 11e, près de Charonne. Rappelle-moi le nom du bar, tu me l'as dit. L'Insomniaque. Il faut juste prendre une conso pour avoir droit d'assister au Comedy Club. On peut retrouver une bonne fois pour toutes sur toutes les plateformes. Toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vous avez un épisode de prévu là ? Le prochain qui sort, c'est est-ce que l'amour dure-t-il toujours ? Ok. Tu vas pas donner la réponse. Non. Ah ouais. Je sais plus. En fait, on l'a enregistré il y a quelques temps déjà, donc je sais plus quelle était la réponse. Très bien. Mais en vrai, la réponse importe peu. Hein. Oui. J'imagine. Le débat qui est marrant. C'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. Tout à fait. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci, j'espère que Jacques. ça t'a plu de participer chouette. à Aléatoire. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, écoutez, je vous dis au prochain podcast. Et d'ici là, allez écouter une bonne fois pour toutes. Oui. J'enregistre ce petit message avant de vous laisser parce que quand on a enregistré l'épisode, en fait, les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore. Mais vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le même identifiant sur les deux plateformes, @aléatoire_s. Vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.